Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Olivier, je suis ravi de vous accueillir. Le sujet du jour, ce sera maximiser l'efficacité de vos formations digitales grâce à la réalité virtuelle. Je serai à votre disposition via le chat pour noter vos questions et les poser aux intervenants en fin de session. Petite précision, n'hésitez pas à nous demander le support d'intervention, nous serons ravis de vous faire parvenir. Guillaume et Dwayne, je vous laisse vous présenter et commencer le webinaire. Bien, bonjour, je m'appelle Guillaume Copin, je suis le président et fondateur de la société Exos. Cela fait 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine de la formation et du e-learning en particulier. Et Exos est une société où on est créateur de contenu, à la fois des créations de contenu sur mesure, dans tout type de format, dont le format qui nous réunit aujourd'hui sur la réalité virtuelle. Et on est éditeur de contenu sur étagère sur un certain nombre de thématiques autour de l'efficacité professionnelle, du management, de la bureautique et des langues. Bonjour, moi je suis Dwayne Verriette, donc un des 4 cofondateurs de Uptail. Je m'occupe de tout ce qui est commercial et marketing et je gère donc certains grands comptes en direct également. Uptail, que vous connaissez peut-être, est donc une plateforme d'immersive learning que je vais vous décrire un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais en tout cas, on utilise donc la formation sur le terrain déployée à grande échelle. Parfait. Ben, merci Dwayne, merci Olivier. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'échanger sur l'efficacité de vos formations grâce à la réalité virtuelle. Donc n'hésitez pas à nous demander le support de présentation, on peut vous le transférer. Vous pouvez utiliser le chat à cet effet. D'ailleurs, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Olivier s'occupe de récupérer les questions pour qu'on puisse à la fin avec Dwayne prendre un temps pour répondre aux questions et essayer de vous apporter nos réponses par rapport aux interrogations que vous pouvez vous poser. Et on essaiera d'avoir des petits sondages pour vous faire participer et qu'on essaye de garder de l'interactivité ensemble vu que nous ne vous voyons pas. Quand j'ai démarré au début des années, fin des années 99, début 2000, quand j'ai découvert le e-learning, donc ça remonte déjà, à l'époque, je m'interrogeais sur finalement, c'est quoi l'innovation en termes de formation. C'était le démarrage du e-learning. Il y avait des endroits où il y avait des cassettes vidéo qui étaient diffusées dans des salles pour montrer avec des magnétoscopes des contenus. Donc, c'était le prémisse. Quand je m'interrogeais sur le futur, je savais que la technologie allait nous amener des choses. À l'époque, on avait Internet qui venait d'arriver depuis quelques années et on avait ce petit modem qui nous permet de nous connecter avec ce petit bruit que certains d'entre vous ont dû connaître. Et pour moi, en fait, quand je m'interrogeais sur le futur, la formation, c'était ça. Et je vais vous partager une vidéo qui a le même âge que le moment où je me posais ces questions-là. Et Olivier va vous partager une vidéo. Ou pas. Si, elle est en cours de lancement, ça doit être bon. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Merci Olivier. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit extrait. Effectivement, à l'époque, on envisageait d'un point de vue fictif de se former en 18 secondes sur le pilotage d'un hélicoptère. On n'y est pas encore, 20 ans plus tard, mais on a fait un certain nombre de progrès d'un point de vue technologique. Je voulais vous partager une question. D'après vous, quel objet a bouleversé la pédagogie ces dernières années? Alors allez-y, vous pouvez voter entre les 4 réponses suivantes: le téléphone portable, l'IRM, Internet ou l'ordinateur.
Vous êtes 30% à avoir voté. Je vous invite à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. 60%, ça monte. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, on a plus de 90%. On va pouvoir afficher les résultats à l'écran. Et donc, pour 40% d'entre vous, c'est le téléphone portable en 1. En deuxième position, l'ordinateur pour 33%. En troisième position, 21% l'IRM. Et en dernière position, 5% l'ordinateur. Guillaume, quelle était la bonne Alors, réponse? la bonne réponse était l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. En tout cas, c'est l'objet qui a eu le plus d'impact au niveau de nos connaissances sur la pédagogie ces dernières années. L'IRM, ça ressemble à ça, un IRM. Il a été créé au début des années 90 avec pour intention de soigner et de détecter d'éventuels problèmes dans le cerveau des êtres humains. Et on s'est rendu compte que avec ce type d'appareil, on avait ce genre de cliché, mais on s'est rendu compte qu'en mettant une personne dans un IRM et en lui demandant de faire certaines choses, de compter, de lire, d'apprendre, eh ben, il se passait des choses dans son cerveau, il y avait des régions de son cerveau qui s'activent. Depuis les années 90, on a vu l'émergence renforcée des neurosciences. Donc là, les sciences qui s'intéressent à la manière dont le fonctionnement du cerveau de l'être humain va se comporter. Et il y a une discipline qui s'appelle la neuropédagogie. Donc c'est dans la famille des neurosciences, c'est une discipline où là, on va s'intéresser vraiment à l'impact de la pédagogie et comment est-ce qu'on peut être le plus brain friendly ou le plus neurocompatible au niveau de notre cerveau pour lui donner le maximum d'informations qui vont être adéquates. En quoi c'était un impact majeur, c'est globalement, depuis les années 90, nos connaissances sur le cerveau ont été multipliées par 9. Moi, je trouve ça juste dingue de se dire que en 30 ans, on a gagné 9 fois plus d'informations sur le cerveau. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que ça m'anime beaucoup dans la manière dont on peut améliorer notre efficacité en tant que professionnel dans la formation. Il y a plein de découvertes chaque année, il y a des nouveautés, les chercheurs avancent régulièrement, vont plus loin dans certains éléments. Ça, c'est une des raisons de ma passion pour cet aspect-là. Notre métier, c'est d'aider les entreprises dans leur transformation digitale au niveau formation. Et donc, on va beaucoup s'appuyer sur les neurosciences et je vais en parler en détail concernant la réalité virtuelle. Et pour en venir à la réalité virtuelle, là, je vous ai affiché une sorte de représentation de l'histoire des médias depuis Gutenberg jusqu'à aujourd'hui, pour que vous puissiez voir un petit peu la courbe des différents médias qui sont succédés, depuis l'imprimerie en passant par le télégraphe, le cinéma, la télévision, l'ordinateur, la réalité virtuelle, qui a fait son apparition plutôt au début des années 80, le téléphone portable, puis maintenant on a d'autres médias, on a les réseaux sociaux, etc. Je vous partage ça parce qu'il y a deux choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est qu'on est en train de vivre un moment historique. La courbe de croissance de nouveautés en termes de médias commence à dépasser la courbe d'un individu pour accompagner et absorber ce changement. C'est-à-dire qu'on va commencer à être en retard par rapport à des nouveaux médias et on commence déjà à l'être par rapport notamment à des réseaux sociaux où tout le monde n'est pas nécessairement à jour par rapport à ça. Et la deuxième chose qui est intéressante dans la réalité virtuelle, c'est que ce média a une différence par rapport à tous les autres. Et la différence, elle est clé, et elle est clé pour la suite de ce que je vais vous raconter. Si je prends un média comme le téléphone, par exemple, quand moi, je suis en train de consulter mon média, entre moi et le média, il y a le reste de l'environnement dans lequel je suis. Ça va être pareil sur le cinéma, la presse, le téléphone, tous les autres médias que j'ai cités. Mais du coup, ça va avoir un impact majeur. Ça veut dire que par rapport à la réalité virtuelle, il y a quelque chose qui va être un petit peu différent.
Et c'est ce qui m'amène à vous parler du partenariat Xos et Uptail. Moi, la réalité virtuelle, j'en avais entendu parler dans les années 90. J'avais été dans une salle de jeux vidéo à Châtelet. Et à l'époque, il y avait des casques de jeux de réalité virtuelle, des gros casques, je me rappelle, avec des écouteurs. On pouvait déjà faire de la réalité virtuelle. Et puis ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas rencontré son marché à l'époque. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, on était à un concours de start-up, on pitchait les uns les autres dans le domaine de la formation digitale, et il y avait un podium sur les 20 sociétés, et j'étais arrivé deuxième. Et je découvre la société Uptel qui était arrivée en première position, et je connaissais pas cette société. Je me suis dit, bah, ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils font, et du coup, ça m'a amené à rencontrer Dwayne et puis ses associés en février d'il y a 2 ans. Et on s'est retrouvés sur un ADN commun, c'est-à-dire une passion autour de la pédagogie, des valeurs aussi humaines partagées entre nos deux sociétés, et bah, avec Uptel qui a une intention très forte de développer, de proposer, de faciliter une technologie d'accès à la réalité virtuelle. Et nous, par rapport à la création de contenu, il y avait beaucoup de sens par rapport à notre partenariat qu'on a mis en place maintenant il y a 2 ans et qu'on a développé. Voilà, c'était pour vous donner quelques mots sur le partenariat et qui nous a permis d'avancer, de faire plusieurs projets communs et donc d'avoir une belle histoire de rencontre entre deux sociétés. Euh, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle. Ah, Olivier, tu peux montrer l'autre vidéo? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Alors, Je vais vous montrer une vidéo par rapport à un exemple classique d'une personne qui suit un contenu de réalité virtuelle. Staring at the skeleton. Oh shit! I think you should just jump off. Just jump. Oh, Gabriel could never do that. Absolutely not. The plank is up, Peter Pan. Poi! Tanto sei in piedi in una cosa. Vai, così, non ti preoccupare, On vai va tranquillo. couper là, Olivier. Merci. Voilà, c'était juste pour vous montrer des extraits de personnes qui suivent des contenus en réalité virtuelle pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et quelles sont leurs réactions. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a des réactions qui sont surprenantes. On a vu tout à l'heure, il y a une personne qui est notamment dans un supermarché. La personne sait, son cerveau sait qu'il se trouve dans un supermarché. On lui donne un casque de réalité virtuelle. Là, dans le casque de réalité virtuelle, bah, là, en l'occurrence, il se retrouvait sur un roller coaster, montagne russe. C'était pas la réalité, parce on est d'accord là-dessus. Et pour autant, son cerveau a accepté d'admettre que ce qu'on lui a donné à voir. Vous avez vu des réactions, et des réactions de peur par rapport à des situations. Là, la personne qui était sur les montagnes russes était dans une situation aussi où ça générait une très forte émotion. Et en fait, c'est ça qui est très puissant avec la réalité virtuelle. C'est que ça, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir le premier média qui soit complètement immersif par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la presse, par rapport à un téléphone. On va pouvoir immerger complètement l'individu dans le média et contrôler, entre guillemets, tout ce qu'on va lui donner à voir. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur plein d'éléments. On va regarder sur quels éléments on va jouer. Le premier, le plus classique en termes de réalité virtuelle ou de virtual reality, on va parler de VR en acronyme pour vous donner des éléments de langage, c'est l'embodiment. L'embodiment, c'est quoi? C'est le principe d'incarnation. Le principe d'incarnation, ça veut dire que je suis Guillaume Copin, je prends un casque de réalité virtuelle et on va peut-être me donner un scénario. Je vais accepter de me retrouver dans la peau d'un chasseur de zombies qui se retrouve au 12e sous-sol d'une usine désaffectée avec des zombies qui me courent dessus. Et je vous promets que par moment, je vais pousser des cris.
Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, le cerveau, et c'est la neuroplasticité de notre cerveau, la réalité qu'on va lui donner à voir dans cet environnement virtuel, il va l'accepter comme étant la vraie réalité. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui va être très puissant, notamment pour plein de raisons, mais en l'occurrence, par rapport à ce qui nous rassemble, sur le principe de la formation. Et ça permet du coup d'avoir un apprenant qui soit réellement au cœur de son apprentissage. Moi, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis toujours un fervent défenseur de la pédagogie en premier. Je sais que les technologies doivent être au service de la pédagogie. Là, avec la réalité virtuelle, j'ai vraiment trouvé une technologie, il y en a d'autres, mais celle-ci qui est très, très puissante sur les impacts que ça a au niveau du cerveau. Donc, si on regarde d'un point de vue des neurosciences, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur ces aspects-là? Il y a plusieurs points. Le premier, on a des chercheurs qui ont fait des études sur l'impact. Là, on vous avait mis dans le questionnaire tout à l'heure, dans les objets ou dans les éléments qui nous ont impactés dans nos vies régulièrement. Il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Internet, etc. Quel est l'impact sur le cerveau des nouvelles technologies de manière globale? Et quand on regarde l'impact, les résultats de l'étude, c'est qu'il y a deux bonnes nouvelles. Globalement, on va tous plus vite pour trouver l'information et on va être plus efficace pour prendre une décision. Ça, c'est chouette, c'est une super belle nouvelle. Par contre, il y a deux mauvaises nouvelles. Et les deux mauvaises nouvelles, c'est qu'on a un problème d'attention et on a une baisse de mémorisation. Et ces éléments continuent de se dégrader. Ça, dans notre cas, c'est très embêtant. Pourquoi? Parce que si on le regarde sous l'angle de la pédagogie, là, si on regarde le triangle d'apprentissage, en termes de pédagogie, on doit commencer par susciter l'attention et avoir l'attention de l'apprenant pour lui permettre d'apprendre, puis de mémoriser. Ça, ce sont les basiques en termes de pédagogie. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on a le premier niveau et le dernier niveau qui sont en train de s'effriter. Et celui de l'attention particulièrement, lié à plein de raisons de notre environnement. Ce qu'on sait également, c'est qu'on a deux éléments qui nous permettent de renforcer ces principes. Le premier, ça va être les émotions. Le second, ça va être la motivation. Et ces deux éléments, si on joue bien dessus, on va pouvoir adapter le contenu et l'efficacité du contenu dans le cerveau de l'apprenant. Alors, un des premiers points que l'on connaît par rapport à la réalité virtuelle, c'est il va nous permettre peut-être pas de remporter la bataille de l'attention, mais vraiment de favoriser l'attention. Et ça va vraiment être lié à ce que je vous disais par rapport à l'embodiment, c'est-à-dire que le cerveau va accepter l'ensemble du cadre dans lequel on va l'emmener et qu'il va reconnaître en tant que tel. Et du coup, si ce cadre-là, on le travaille bien pour gérer la charge cognitive des apprenants, et bien du coup, tout ce qu'on va lui donner à consommer et à voir va beaucoup plus facilement pouvoir être appris puis mémorisé. Et donc là, on va pouvoir combattre cette problématique d'attention. Il va falloir travailler sur des durées qui soient les plus optimum possibles. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir des expériences en réalité virtuelle qui soient plutôt de l'ordre de 7 à 8 minutes. Dans le domaine du e-learning, maintenant, c'est un acquis, c'est d'avoir des contenus qui soient sur un maximum de 10 minutes de règle générale. Et là, dans la réalité virtuelle, on va être sur le même principe, avec une attention qui va pouvoir être renforcée de par le principe de ce média. Qu'est-ce qu'on sait concrètement? C'est quand je suis face à vous, là je suis en train de vous parler, comment ça se passe au niveau de votre cerveau? En fait, au niveau de votre cerveau, vous allez voir là sur la gauche de l'écran, ce qui va travailler, ça va être l'aire motrice du langage, ce qu'on appelle l'aire de Broca, ce qui est déjà bien, c'est intéressant. Là, avec la réalité virtuelle, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir activer plusieurs zones dans votre cerveau. On va pouvoir activer la région sensorielle, on va pouvoir activer la région motrice, on va pouvoir jouer sur la région cognitive et sur la région affective. Je les ai placés aléatoirement, ce ne sont pas les emplacements des régions sur l'écran, vous l'aurez bien compris, mais je préfère le préciser par sécurité. Et du coup, on va pouvoir jouer sur ces différentes régions. Plus on va jouer sur ces régions-là et plus on va combiner le nombre de régions, plus on va renforcer l'impact au niveau de la trace, au niveau du cerveau par rapport
aux éléments d'apprentissage sur lesquels on fait travailler l'apprenant. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que les contenus de réalité virtuelle vont nous permettre d'augmenter la sérotonine et les endorphines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La sérotonine, c'est une hormone qui régit notre humeur générale. Et avec des contenus en réalité virtuelle, ce que l'on va pouvoir avoir, c'est que sur une expérience, on va pouvoir par exemple mettre différentes récompenses, des étoiles là, dans les scénarios sur lesquels on travaille avec Uptail. Et du coup, à chaque fois que l'apprenant va avoir un gain, eh bien, ça va déclencher une étoile, ça va déclencher de la sérotonine. Et du coup, ça va être très utile pour améliorer la mémorisation au niveau des apprenants. Donc ça va être clé. Le troisième point, peut-être un des plus importants de mon point de vue, c'est, et c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure dans les exemples, c'est le fait d'augmenter les émotions. Là, au niveau des émotions, comment ça fonctionne aujourd'hui dans notre cerveau? Là, je vous ai pris la coupe d'un élément de notre cerveau. En fait, dès lors qu'on va travailler sur une émotion, dès lors qu'on va pouvoir jouer sur des émotions, eh bien, ça va venir activer l'amygdale. Et l'amygdale, ça va fonctionner comme un colorant. C'est comme si, imaginons que ceci, ce soit un élément d'apprentissage que je donne à mon cerveau. Dès lors que je joue avec de l'émotion, il va passer par l'amygdale. L'amygdale va avoir un impact dessus. C'est comme si je rajoutais de la grenadine. Et du coup, ça va passer dans ma mémoire à long terme. J'en profite. Et sans grenadine. Mais du coup, ça va avoir une durée qui sera plus impactante. Donc ça va être la puissance des émotions. Et là, on peut travailler sur énormément de scénarios au niveau de la réalité virtuelle pour que ce soit très impactant dans la mémoire des apprenants. Nous, notre conseil, ça va être plutôt on sait que les émotions négatives sont impactées aussi. Notre conseil, ça va être de jouer sur les émotions positives. Ce sera plus confortable, sauf dans certains cas où on peut jouer sur de la surprise, éventuellement un tout petit peu de peur. Mais moi, je préconise plutôt un usage des émotions positives. Et le dernier point, c'est que ça va permettre la répétition. Dwayne va vous montrer des exemples tout à l'heure, mais ça veut dire que moi, dans n'importe quel type de situation, je vais pouvoir mettre mon casque et revivre un certain nombre de scénarios ou les travailler différemment. Ça peut être m'entraîner sur un pitch à l'oral, ça peut être faire de la gestuelle sur des chaînes de montage, et je vais pouvoir répéter ces éléments-là, avoir le droit à l'erreur, et dès lors que l'on joue sur la répétition, ça va avoir un autre impact au niveau de notre cerveau. Là, je vous ai mis sur ce slide, vous avez à gauche les impacts sur la mémoire à long terme, à court terme, pardon, et à droite sur la mémoire à long terme. Qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'en fait, la mémoire à court terme, elle va engendrer une modification de la synapse et elle va renforcer une connexion qui est préexistante. Ça, c'est quand on va travailler sur ces éléments-là. Dès lors que l'on travaille avec de la répétition, donc il va y avoir plusieurs impulsions de sérotonine, en fait, là, ce qui est génial au niveau de notre cerveau, c'est qu'il va y avoir une modification anatomique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une croissance qui va se faire, donc le lien va être plus impactant. C'est ce qu'on cherche à avoir dans pas mal de contenus de formation. Et du coup, on va essayer de fabriquer ces éléments-là et puis de générer ces impulsions électriques éphémères. Et c'est ce que la réalité virtuelle va nous permettre de faire. Et du coup, la promesse, c'est d'avoir une mémorisation. Alors, certains parlent de x3, x4, x5. Moi, je suis quelqu'un de prudent. On va plutôt dire qu'on va essayer d'avoir un impact qui soit déjà au moins de x2 par rapport à un contenu classique. Ce serait déjà super. On essaye d'aller en chercher plus, bien évidemment, mais déjà, on peut aller chercher facilement du x2 si on a bien travaillé le scénario pédagogique et qu'on l'a bien intégré. Voilà pour vous donner des éléments. En résumé, effectivement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on va pouvoir remporter la bataille de l'attention avec des contenus de modules. Ça peut être 3, 7, 8, 9 minutes maximum. On va pouvoir beaucoup travailler sur l'expérimentation, la motivation par rapport à tout ce qui va être endorphine et par rapport au principe de gamification, la répétition et les émotions. Voilà des principaux éléments.
Et je vais laisser la parole à Dwayne qui va vous donner des éléments très pratiques maintenant d'un point de vue de la réalité virtuelle. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran aussi. Alors, hop, voilà, est-ce que vous voyez? C'est bon. Hop. Donc oui, donc on a évoqué certains leviers de l'immersive learning. Donc tout d'abord un petit rappel de la définition. Donc l'immersive learning vraiment permet du coup d'apprendre en situation partout et à tout moment. On va voir quelques exemples tout à l'heure, mais d'abord peut-être un petit rappel sur la technologie, puisque comme l'a évoqué Guillaume, la réalité virtuelle, ça peut être plein de choses. Donc généralement, quand on pense à la réalité virtuelle, on pense à un environnement modélisé en 3D. Donc c'est vrai que cette technologie permet d'avoir une grande liberté de mouvement, mais ça a aussi des inconvénients, puisque du coup, il faut modéliser et créer tout cet environnement en 3D. Donc ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Et surtout, ça limite aussi la diffusion de ce type de contenu, puisqu'il faut avoir un équipement ou une salle dédiée pour pouvoir diffuser ce type de contenu 3D. De l'autre côté, vous avez peut-être vu des contenus sur Facebook où maintenant on peut plus facilement capturer, diffuser des images et des vidéos en 360 avec des petites caméras du marché. Et donc c'est très facile à créer, à diffuser. De l'autre côté, c'est pas aussi immersif et surtout c'est pas interactif. Et en fait, du coup, on a essayé de combiner chez Uptail en fait le meilleur des deux mondes, où on va se baser sur des captations réelles, donc photo, vidéo 360, puisqu'on s'est aperçu que la plupart des environnements existent déjà et sont accessibles, donc que ce soit dans des milieux industriels ou pour des formations dans la vente, par exemple. Et on va rajouter sur ces contenus photo vidéo une surcouche interactive pédagogique. Donc on a créé plus d'une cinquantaine d'interactions, donc des plus simples comme par exemple l'ajout d'éléments texte, voix ou vidéo ou photo pour donner des explications sur l'environnement, mais aussi des interactions beaucoup plus complexes. Notamment, une de nos dernières fonctionnalités qu'on va mettre en avant dans cette présentation, c'est par exemple tout ce qui est reconnaissance vocale, analyse de voix, et donc on va pouvoir faire des formations beaucoup plus poussées. L'important aussi d'utiliser cette technologie, c'est qu'on va pouvoir diffuser sur n'importe quel support. Donc évidemment, le support idéal, c'est évidemment pouvoir visualiser et interagir avec ce contenu dans un casque de réalité virtuelle. Maintenant, il existe tout type de budget, de technologie, mais on va aussi pouvoir consulter ce contenu sur n'importe quel appareil, n'importe quel écran, donc que ce soit une tablette, un iPhone et surtout un ordinateur de bureau. Donc il n'y a pas de limite à la diffusion de ces contenus, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez beaucoup de nos clients, on va toucher des milliers d'apprenants en fonction de leur équipement. On a du coup trois familles d'usages. Donc toutes les situations où il est important de mettre en situation, on est le héros de la formation. Donc que ça soit par exemple dans des carry-tales, on va être dans la peau d'un vendeur ou dans la peau d'un client, mais aussi dans le cas d'industriel, on va être dans la peau d'un opérateur qui doit se former sur une machine, sur une ligne de production. Et on peut être aussi tout à fait dans la peau, par exemple, d'un manager qui arrive au sein d'une nouvelle société, par exemple, et qui fait tout le parcours d'onboarding. On a aussi évidemment un usage qui est très pertinent, c'est le fait de pouvoir téléporter ses apprenants dans des lieux qui sont difficiles d'accès. Donc ça peut être des usines aux quatre coins du monde, des boutiques, ça peut être aussi par exemple tout ce qui est formation sur la sécurité dans des situations qui sont difficiles à reproduire plusieurs fois. Et enfin, maintenant, on a une dernière famille aussi qui, à l'époque où on s'est créé, était beaucoup plus difficile à couvrir et qui, maintenant, grâce justement à ces fonctionnalités de reconnaissance vocale et d'analyse de voix, se déploie à grande vitesse. C'est du coup tout ce qui est soft skill. On va pouvoir maintenant mettre des apprenants dans des situations appréhendées, comme par exemple la conduite de réunions difficiles, la prise de parole en public, être face à un client, tout ce qui est formation, où on va avoir de l'humain et on va devoir interagir avec tout ce qui est plutôt formation cognitive. Alors du coup, je vais vous montrer du coup du coup, on va repasser une petite démonstration. Donc lors de notre dernière webcast, on avait mis plutôt l'accent sur tout ce qui était formation industrielle, puisque ça représente aujourd'hui près de 60% de nos clients. Et là, du coup, ce qu'on va vous montrer, c'est une vidéo qui couvre plutôt toutes les formations retail,
des mises en situation. Donc, est-ce que Olivier, tu as la vidéo? C'est parti. Donc là, du coup, vous avez bien, donc vous avez pu voir des situations donc qui se déploient. Donc, on a lancé la fonctionnalité en octobre dernier. Donc, on a lancé ça avec des clients aussi bien dans le milieu bancaire que dans la vente, que dans le domaine du luxe. On a vraiment permis de mettre en situation du coup des apprenants face à un client, donc des situations du quotidien. Hop, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc, habituellement, donc, comme je vous disais, on fonctionne avec deux types de formations qui vont se distinguer. Donc, la première, c'est tous les clients industriels où justement les trois familles vont être plutôt des formations, par exemple, d'optimisation sur des chaînes de production. On va accélérer la montée en compétences d'opérateurs. On va, dans le cas, par exemple, de Schneider Electric, former, digitaliser en fait les formations sécurité. Donc, pour tout nouvel arrivant ou visiteur dans les différentes usines. On a aussi des formations techniques, donc sur des postes, sur des machines, sur de la maintenance. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est industriel. On a aujourd'hui des retours sur investissement clairs sur la productivité et l'optimisation et l'accélération de montée en compétences. Donc sur les services, comme je disais, c'est ce que vous venez de voir. Donc c'est des formations vraiment dans le domaine du retail, de l'onboarding. Et du coup, je vais vous présenter un cas un petit peu plus en détail qui est celui de Fnac Darty. Donc Fnac Darty a créé quatre projets. Le premier, c'est donc de l'onboarding. Donc le but, c'est d'accueillir et de permettre aux nouveaux arrivants de découvrir les lieux emblématiques de la chaîne. Donc par exemple comme le lab Fnac, comme les différents entrepôts. Donc on va du coup diminuer les transports. On va pouvoir permettre à ces nouveaux arrivants de découvrir ces lieux dès les premiers instants dans l'entreprise. On va aussi pouvoir tester les connaissances puisque c'est des choses qu'ils doivent connaître pour mieux vendre. Et ce qui enchaîne du coup avec les formations vraiment pures et dures de formation commerciale. Donc là, on a par exemple, on est face à des clients, donc avec des scénarios conditionnels, en fonction des mots qu'on va prononcer, cela va déclencher telle ou telle scène. Donc on va en fonction, si on présente bien le produit, le client va être content et on va pouvoir passer à la suite. Si on va utiliser tel ou tel mot qu'il ne faut pas prononcer, on va avoir des réactions opposées. Donc le but, c'est vraiment de former, d'utiliser le bon vocabulaire. Et tout ça, ça se fait du coup avec la reconnaissance vocale en live. Et ça va adapter le scénario en fonction de nos réponses. Ça se fait vraiment en deux temps. Donc on a une reconnaissance live, mais aussi on va permettre aux apprenants d'avoir accès à un dashboard qui va résumer du coup son pitch commercial, la richesse de son vocabulaire, des nuages de mots. Et donc vraiment, le formateur va pouvoir analyser les différents exercices de ces apprenants. Du coup, concrètement, en fait, donc là, vous avez eu un aperçu de ce qui était une formation immersive. Donc Optail, nous, on est la partie technique en fait d'un déploiement à Immersionnel. On est la plateforme qui permet de faire trois choses. La première, c'est un outil de création, donc qui est
simple à utiliser et qui va vous permettre, en fait, en achetant une petite caméra, de filmer ces environnements-là, d'ajouter des interactions et de publier vos expériences. Donc, on a par exemple beaucoup de nos clients industriels qui sont autonomes dans la création de ces contenus-là. Hein. Donc, chez PSA, par exemple, c'est plus de 80 créateurs de contenu qui ont créé, je crois que c'est entre 300 et 400 contenus, donc vraiment des gestes techniques sur des chaînes de production, sur de l'échauffement à reprendre son poste. Donc, parce que c'est des formations qui sont très simples à créer. Et puis de l'autre côté, comme vous avez pu le voir dans les formations retail, ça peut être intéressant pour le client d'avoir la possibilité de modifier rapidement ses contenus. Et certains sont créés du coup par des partenaires comme Zo, qui va du coup créer, déployer ces formations immersives. La deuxième partie de la plateforme, c'est vraiment la capacité de la plateforme à être déployée à des milliers d'apprenants. Donc, on est vraiment une solution qui se destine prioritairement à des grands groupes. On va pouvoir en fait s'intégrer à vos systèmes existants, donc vos LMS. Donc, on va pouvoir faire remonter toutes ces datas et être visualisé dans votre LMS habituel via des standards que vous connaissez sûrement, type SCORM ou XAPI. On va aussi pouvoir s'intégrer à vos standards de sécurité. Et encore une fois, je le répète, on va pouvoir surtout aussi se diffuser sur n'importe quel appareil, hein, que ce soit du smartphone au casque de réalité virtuelle, et ce via des fonctionnalités hors ligne également. Donc, on a créé ces dernières années des solutions qui vous permettent de diffuser ces contenus sans avoir de connexion Internet, puisqu'on a remarqué que dans certains points de vente ou certains sites industriels, les connexions Wi-Fi étaient limitées. Donc, on va pouvoir, par exemple, héberger ces expériences sur des applications, hein, sur tout type d'appareil, que ce soit ordinateur, smartphone ou encore casque virtuel. On va mettre en offline ces contenus et pouvoir les visualiser à tout moment. Et quand le casque va se reconnecter, ça va renvoyer les données à ce moment-là. Et la troisième partie de la plateforme, c'est du coup tout ce qui est data. Aujourd'hui, on a des datas très poussées sur le comportement des utilisateurs au sein de ces modules-là. Donc, évidemment, on va avoir des datas basiques, comme par exemple ce que proposent les LMS, le taux de complétion, le score, le classement, les réponses aux différentes questions posées pendant une formation immersive, mais on a des choses beaucoup plus poussées. On va pouvoir, par exemple, étudier le comportement de ces utilisateurs, quels choix ils ont fait, quel chemin ils ont suivi, et on va aussi pouvoir avoir ce qu'on appelle des cartes de chaleur. Donc ça, peut être intéressant, par exemple, dans des formations en retail, on va pouvoir analyser où se porte l'attention, le regard de l'apprenant dans un module, ou ça peut être aussi, par exemple, dans une formation sécurité, de savoir est-ce que les différents éléments, est-ce que l'extincteur il est au bon endroit, etc. Donc tout ça, c'est des données qui sont disponibles sur la plateforme et qu'on peut faire remonter dans vos LMS également. On a aussi, du coup, depuis notre collaboration avec Zo, sorti des fonctionnalités exclusives qu'on est les seuls à proposer. Donc, on a par exemple tout ce qui est manipulation et ajout d'objets 3D. Donc, comme je vous disais, parmi les interactions, on imagine souvent des quiz, des éléments texte, mais on peut aussi aujourd'hui ajouter des éléments en 3D qu'on va pouvoir manipuler. Donc, par exemple, pour reconnaître un défaut sur un produit, pour faire des exercices de manutention, par exemple. Donc, ça fonctionne aussi facilement qu'ajouter une question dans l'environnement 360. On a la traduction aussi. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 25 langues. Donc, en fait, il est très facile donc de traduire un module dans une autre langue. Donc, ça va aussi bien traduire les éléments voix, donc qu'on a créé avec les voix de synthèse dans une autre voix de synthèse dans une autre langue, et ça va également traduire tous les éléments texte qui se trouvent dans l'expérience. Et évidemment, on a une étape intermédiaire. On va pouvoir évidemment vérifier le contenu d'un jargon type, le modifier et ensuite appliquer pour la traduction. Donc aujourd'hui, on a des clients, que ce soit par exemple dans des formations industrielles, qui dupliquent des formations dans différentes langues très rapidement pour pouvoir digitaliser un savoir-faire et l'appliquer dans un autre pays. Dans le retail aussi, c'est très intéressant. On a aussi du coup l'éditeur de storyboard, donc ça c'est généralement utilisé pour des scénarios un peu plus complexes. On va pouvoir vraiment en amont créer le storyboard de l'histoire, donc vraiment voilà, faire toute la phase d'imagination, de création de l'histoire, du fil et de l'ajout des interactions. Et puis évidemment le dernier, c'est la reconnaissance vocale que j'ai déjà un petit peu évoqué. Donc maintenant, on a une petite question, du coup, d'après vous, quel est le budget d'une expérience d'immersive learning de 7 à 10 minutes? Donc, on a les options suivantes, donc 5 000 €, 12 000 €, 25 000 €, 32 000 €.
Alors, allez-y, vous pouvez voter. Vous êtes déjà 25% à avoir voté. On vous laisse quelques secondes pour le faire. 60% de votants. Allez, on arrive à 90% quasiment. Tout le monde a voté. On va pouvoir vous partager du coup les résultats. Et donc, pour 50% d'entre vous, le prix est de 12 000 euros. Pour 29% d'entre vous, 5 000 euros. Pour 19% d'entre vous, 25 000 euros. Et 2%, 32 000 euros. Alors, donc effectivement, merci Olivier hein, pour les éléments. Aujourd'hui, globalement, le budget, c'est de 12 000 euros. Ceux qui ont répondu 32 000 euros n'avaient pas complètement faux non plus. Ça va en général, là, par rapport à ce qu'on est en train de vous présenter avec Douane, les exemples qu'on vous montre, c'est sur une production clé en main va coûter 12 000 euros. Si on est sur des productions de réalité virtuelle, qui n'est pas l'objet de notre intervention, où on est sur de la pure création d'objets en 3D, d'éléments en 3D, là, on va être sur des budgets de plus de 30, 40 ou 50 000 euros. Après, là, le budget que je vous donne, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si vous avez des éléments de tournage qui nécessitent des tournages par drone ou l'intervention d'acteurs, là, il y a des coûts additionnels à ajouter, mais globalement, nous, on a déjà réalisé plus d'une vingtaine d'expériences VR. C'est ce budget-là qui a été mis en place. Après, bon, il y a des spécificités d'un point de vue linguistique sur la partie création. Et l'objectif, c'était de vous donner un maximum de visibilité. Il y a aussi d'autres coûts à prévoir. Et avant, il y a un slide qui est passé vite, mais du coup, le budget de 12 000 euros. En termes de délai, il faut compter pour travailler de manière confortable un délai de 6 semaines. On peut le faire un peu plus vite, mais la pression va être de votre côté, donc moi je ne le conseille pas forcément. Mais en 6 semaines, vous avez un produit fini que vous pouvez déployer. Et ensuite, bah, il y a d'autres aspects pour s'équiper. Et là, il y a une autre question et Douane va vous apporter des éléments de réponse parce qu'il est beaucoup plus spécialiste que moi sur ce sujet. Et du coup, quel type de casque vient de révolutionner l'accès à l'immersive learning? Est-ce que ce sont les lunettes pour smartphone? Est-ce que c'est le casque autonome? Est-ce que c'est le dispositif immersif avec casque et capteur? Alors, vous êtes 22% à avoir voté. Ça grimpe, 50%. 70%, 80%. On va bientôt pouvoir clore le sondage. Je clôt le sondage et je vous partage les résultats. Donc, pour 37% à égalité, le casque autonome et le dispositif immersif, casque et capteur, et les lunettes pour smartphone qui arrivent du coup en deuxième position avec 25% des votants. Du coup, c'est vrai que nous, ce qu'on observe du coup dans les nombreux déploiements qu'on a fait, c'est vrai que c'est surtout le casque autonome, qui a révolutionné le déploiement, puisque ça facilite donc l'accès et la capacité à accéder au contenu et à l'installation, puisqu'en fait, c'était originellement, ça a commencé avec les cases dans lesquelles il fallait mettre un smartphone. C'est comme ça qu'en fait, on a un peu permis de donner accès à la technologie de manière accessible. Et en fait, ça s'est très vite remplacé par un peu le casque phare qui est encore utilisé, c'est l'Oculus Go, qui coûte aujourd'hui moins de 200 euros et qui permet en fait, en tout cas, sur des contenus basés sur des vidéos et des photos 360, d'avoir un résultat optimal. Et donc aujourd'hui, par exemple, que ce soit par exemple sur des usines pour PSA, on a installé des sortes de learning corner, ou dans des usines chez Schneider, comme je vous disais, on a mis un casque à l'entrée de l'usine et chaque personne doit faire la sécurité à ce niveau-là. C'est vrai que c'est vraiment l'appareil idéal pour la diffusion de ces contenus-là. Et donc la nouveauté vient en fait des casques autonomes, mais plus haut de gamme, qui permettent une plus grande liberté de mouvement, par exemple, une meilleure définition, comme le casque Oculus Quest, et qui, je pense, à terme, va remplacer ou compléter l'Oculus Go, et dans des tarifs qui sont tout à fait abordables et qui ont exactement la même facilité d'utilisation. Et une autre nouveauté aussi qui est disponible aujourd'hui sur ces casques, c'est quoi? Donc c'est vraiment la reconnaissance des mains. Donc il n'y a plus besoin forcément d'avoir de manette. Aujourd'hui, ça reconnaît
du coup les gestes qu'on va faire avec les mains pour sélectionner par exemple, les différentes interactions dans les expériences. Donc, il y a de belles promesses qui arrivent et surtout, on va vers la bonne voie où c'est plutôt la facilité d'utilisation, de déploiement et notamment, du coup, des grandes nouveautés aussi qui arrivent et qui ont une demande de nos clients, c'est vraiment aussi avoir une plateforme de gestion des appareils, donc qui vont permettre en fait de mettre à jour à distance les appareils, qui vont permettre d'installer une nouvelle application ou d'avoir justement un mode kiosque qui permet de visualiser que le contenu formation, de ne pas avoir accès aux autres fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, c'est assez proposé en direct par la marque Oculus ou par d'autres intermédiaires qui permettent la gestion de flotte de ces casques-là pour des déploiements au-dessus de 20-30 casques, ça commence à devenir vraiment intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, je te laisse reprendre la main pour les questions. Donc, il y a une première petite question par rapport à ta slide suivante, c'est qu'est-ce que veut dire OFB sur ton slide précédent? Donc, oui. Alors, du coup, je peux y revenir. Donc, c'est Oculus for Business. Donc, c'est la plateforme de gestion de flotte pour les casques de la marque Oculus. Et en fait, ils sont plus chers c'est pour une utilisation professionnelle et ça inclut un abonnement annuel de la plateforme de gestion de flotte. Merci. Une autre question, une réaction de la part d'Emma qui dit suite à la deuxième vidéo, faut-il favoriser des apprenants assis? Alors oui, en fait, on a une sorte d'intermédiaire qui fonctionne bien. Un tabouret un peu en hauteur fonctionne très bien. Donc un tabouret avec des roulettes sur lequel on peut tourner. C'est un peu l'idéal pour des formations qui sont autour de 10 minutes et il n'y a pas besoin d'avoir forcément de gestes avec des manettes. Donc non, c'est une très bonne moyen de donner accès aux apprenants en étant assis. Une autre question de Florent. Bonjour, une question sur la VR pour créer des virtual classrooms. C'est important d'être en groupe aussi pour la formation, échange d'expérience. Où en sommes-nous sur ces sujets? Est-ce que la VR ou la réalité augmentée est la mieux adaptée? Qui est la mieux adaptée? Alors, nous, on a eu des besoins qui sont manifestés chez nos clients. C'est le fait que le formateur puisse avoir un peu un retour où en sont ses apprenants. Donc, en fait, on a créé une application qui est la Classroom App, qui permet en fait aux formateurs via une tablette de savoir où en sont ses apprenants. Donc, à quel niveau ils sont, dans quelle scène ils sont, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Et ça permet en fait de faire un débriefing lors de sessions présentielles ou autres sur l'évolution et les résultats de ces apprenants-là. Là, on n'en est pas encore. Donc, parce qu'on est basé on utilise certaines technologies, le fait d'être en simultané dans un contenu, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Je pense que ça va venir avec l'avènement de la 5G, qui va permettre ce type de mobilité et de réunion au sein d'une même expérience immersive. Et pour compléter ce que vient de dire Dwayne, effectivement, c'est que aujourd'hui, on sait qu'il y a deux secteurs qui sont toujours en avance, en tout cas sur ces aspects-là d'un point de vue technologique. Il y a le domaine des jeux vidéo et le domaine de la pornographie. Donc moi, je me suis intéressé au domaine des jeux vidéo pour regarder un petit peu les interactions qui étaient mises en place et parce que ça donne aussi des idées en termes de comment on peut créer des scénarios, comment est-ce qu'ils jouent sur les émotions d'un point de vue jeu, etc. Et je peux vous dire, je me suis fait de certaines frayeurs, notamment avec des zombies qui arrivaient dans mon dos. Et du coup, au niveau des jeux collaboratifs, parce que ça reprend les principes en fait des réalités du principe de classe virtuelle que vous évoquiez, on n'y est pas encore. Même en termes de jeu, alors il y a des éléments pour s'il y en a qui jouent à Fortnite ou si vous avez des enfants qui jouent à Fortnite, hein, qui sont des jeux en réseau où on est plusieurs et puis il doit y avoir un seul survivant. Il commence à y avoir des jeux qui permettent ce type d'interaction à plusieurs, mais ça reste encore effectivement les prémices. Ça devrait pas tarder à arriver, en tout cas dans l'univers du jeu, et du coup, ça devrait suivre dans l'univers de la formation après. Et puis aussi, comme notre vision est vraiment d'être au plus proche du réel, donc que ce soit avec les contenus, etc., impliquer, mobiliser plusieurs personnes, bah, du coup, ça va changer un peu cette dimension-là, puisqu'on va devoir créer des avatars
et on va s'éloigner un petit peu du réalisme qu'on peut proposer aujourd'hui. Merci. Une autre question. Vos produits peuvent-ils être adaptés pour des activités de tour operating et d'activités touristiques? Alors Oui. oui, Alors, moi je peux donner un exemple concret. Là, on a le cas à l'île Maurice, où justement on a fait des productions pour plusieurs chaînes d'hôtels assez haut de gamme. Il y avait deux intentions. La première intention, c'était d'avoir le personnel qui soit formé exactement de la même manière sur le service client, la relation client. Et la deuxième intention, c'était d'avoir des contenus qui puissent être montrés à des tour opérateurs pour qu'ils n'aient pas à se déplacer dans ces hôtels-là et qu'ils puissent faire la promotion près de leurs clients. Et je te laisse compléter, hein, Dwayne, parce que oui, c'est ça. Non, c'est exactement. Nous, on a tous nos clients l'utilisent. Donc c'est peut-être un peu différent, mais c'est qu'ils l'utilisent avec de la visite d'usine, du siège, des lieux qui sont parfois difficiles d'accès à tout le monde. Et donc c'est vrai que dans tous nos clients utilisent forcément au moins notre solution à un moment pour créer ces visites virtuelles pour l'utiliser pour de l'onboarding, pour pouvoir permettre d'immerger leurs clients aussi. Ça peut être une utilité commerciale. Découvrir par exemple immerger, on a un nouveau concept de boutique qui a été ouvert par Chanel, et le but c'était d'immerger les futures forces commerciales dans ce projet de boutique qui n'existait qu'un seul endroit. Et donc voilà, je pense que ça peut se rejoindre sur ces utilisations-là. Alors, prochaine question de Flavie. Quel type de caméra utiliser pour un tournage VR? Alors du coup, aujourd'hui, nous on fonctionne. Il y a deux types de caméras. On a celles qui sont dire faciles d'utilisation et qui proposent une bonne qualité d'image. Donc, nous utilisons Ricoh Theta V. Et il y a une nouvelle qui est sortie qui s'appelle Insta360, mais je ne sais plus le nom du modèle, qui sont autour de 500 €. Donc aujourd'hui, en fait, ces caméras-là, elles sont très faciles à utiliser. Elles vont surtout stitcher, donc rassembler les deux images des deux caméras, soit directement dans le téléphone, soit directement dans la caméra. Donc en fait, c'est très facile d'uploader ensuite le contenu sur la plateforme. Et après, il y avait l'autre type de caméra qui était dite professionnelle, qui coûte généralement autour de 3 à 4 000 € et qui nécessite d'avoir des connaissances techniques un peu pour la retouche, pour l'encodage, etc. Mais une bonne nouvelle, aujourd'hui, il existe des caméras donc professionnelles. Donc, il y en a une je peux rajouter la caméra qui s'appelle la Pilot Era, qui coûte donc à peu près 2500 €, mais qui a la même facilité d'utilisation que les caméras du grand public. Et donc, vous allez pouvoir capturer des images de très bonne qualité, des vidéos parfaites avec un son très bon, aussi facilement que ces petites caméras du marché. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on a des solutions qui coûtent 300 € comme 2500, mais aujourd'hui, c'est facile à créer. Et vraiment, le retour de nos clients, c'est qu'évidemment, un tournage en 360 est au final beaucoup plus simple qu'un tournage classique avec une caméra classique, puisqu'il n'y a pas de problématique de point de vue. Vous placez tout simplement la caméra à hauteur d'homme et vous mettez cette caméra à la place qu'aurait pu avoir un opérateur, une personne dans un magasin. Vous lancez la captation à distance et c'est parti pour des séquences qui généralement durent entre 30 secondes et 1 minute maximum. Et ensuite, l'expérience, c'est un enchaînement de ces différentes séquences-là. Et après, du coup, pour compléter ce que disait Dwayne aussi, d'un point de vue tournage, ça induit d'autres particularités. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler avec prompteur. Donc, ça nécessite aussi de trouver des solutions par rapport au texte. Et quand on fait des tournages sur des lieux publics, par exemple, là, on a eu un tournage dans un grand groupe sur un point qui était ouvert au public. Bah, quand vous êtes en train de tourner dans un magasin et que la porte s'ouvre parce qu'il y a un client qui est en train de rentrer, il faut anticiper aussi des éléments juridiques de droit à l'image pour qu'on puisse aussi faire ces tournages. Donc, il y a des petits points de précaution à prendre. Il faut aussi que le caméraman qui lance l'enregistrement soit caché s'il ne fait pas partie du décor, entre guillemets, des personnes présentes. Donc, il y a quelques petites particularités à avoir, mais qui sont facilement contournables. Alors, prochaine question de la part de Mélanie. Bonjour, comment se passe la création? Quelles sont les étapes, y compris techniques? Alors, la création donc d'une expérience se fait en plusieurs étapes. La première, c'est du coup écrire le storyboard.
Donc, on peut le faire. Du coup, on a un outil, enfin une partie sur la plateforme qui permet de faire ça. Donc, on raconte l'histoire. Donc, on va commencer à guider un petit peu en vous permettant de placer les différents acteurs, les différents environnements utilisés. Ensuite, il va falloir faire du coup la captation. Donc, on a expliqué un petit peu. Donc, vous allez pouvoir imprimer par exemple les fiches de tournage avec les dialogues des différents acteurs, les différents éléments qu'il faudra couvrir. Donc, ça permet, on vous aide aussi pour la partie captation. Vous faites du coup ensuite la captation vidéo, photo qui dépasse rarement une demi-journée. Et ensuite, vous envoyez du coup à partir donc de la caméra, vous récupérez les fichiers, donc soit via un téléphone, une application du téléphone, soit via votre ordinateur, vous allez pouvoir uploader les fichiers. Là, les fichiers, tout ce qui est optimisation de la qualité d'image, tout ça, ça se fait en ligne. Vous n'avez absolument pas besoin de passer par un logiciel de montage. Vous n'avez pas de retouches spécifiques à faire. Et une fois que donc les contenus sont uploadés dans la plateforme, vous allez dans ce qu'on appelle le studio. Et là, en fait, à la manière un peu d'un PowerPoint, vous allez pouvoir rajouter des interactions sur cet environnement 360. Donc, au lieu que ça soit une slide, c'est un environnement 360 dans lequel vous pouvez se déplacer. Et là, vous allez pouvoir placer différentes interactions. Donc, on a plus de 50 différentes interactions aux différents endroits. Et ensuite, vous allez pouvoir créer certains attributs à chaque question, par exemple des ordres d'apparition, des conditionnements, des choses comme ça. Et une fois que votre expérience est prête, vous cliquez sur publier. Et là, elle est disponible soit de manière publique via un lien, soit de manière privée, ou dans lequel il faudra se connecter ou avoir un accès via un LMS. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit peu un résumé des différentes étapes de création d'une expérience immersive. Et en termes de délai, pour compléter ce que disait Dwayne, c'est nous on recommande qu'il y ait on peut le faire en accéléré, avec Uptel, il y a des scénarios, on peut faire un one week en accéléré et en immersif. Et sur des projets classiques, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 3 semaines de conception et après post-tournage, de se laisser 3 semaines aussi de médiatisation et d'ajustement. C'est nous le rythme qui est idéal, avec idéalement, pour compléter là, les éléments de Dwayne, d'avoir un repérage avant le tournage, parce que ça aide beaucoup au niveau du storyboard. Et dans la rédaction du storyboard, dans les particularités, c'est qu'il faut penser en vue hélicoptère. On est plus sur des plans 2D, donc il faut penser à la disposition de toutes les interactions qu'il va y avoir entre les acteurs, les objets, etc. Nous, dans le process qu'on a mis en place, on a des séances de brainstorming entre chefs de projet pour justement avoir de la création pour intégrer tout ce qui est émotionnel, attention et mémorisation. Voilà, pour essayer de compléter les éléments. Il nous reste peut-être 1 minute pour prendre une dernière question ou 2 questions maximum. Oui, il en reste beaucoup. Alors, une question d'Olivier. Comment s'organisent les formations s'il y a 10 minutes par participant? Faut-il un formateur pour chaque apprenant pour les déployer? Non. Alors, généralement, entre 5 et 10 il faut un formateur pour 5 à 10 personnes à peu près. C'est ce qu'on observe chez nos clients. On peut faire ça aujourd'hui, comme je vous disais, on a facilité le déploiement avec, par exemple, une sorte de meuble qui permet de charger les téléphones, les casques en même temps, d'avoir la tablette qui permet de lancer l'expérience en même temps. Donc, on a vraiment tout fait pour que ça soit facile pour le formateur. Donc, aujourd'hui, c'est ça, entre 5 et 10 pour un formateur en session présentielle. Et après, ça peut être un peu plus, puisque par exemple, on a des clients qui l'utilisent sur des salons professionnels et ils arrivent à faire passer entre 100 et 150 personnes en une journée sur des expériences un peu plus courtes. Donc, tout dépend du type de formation qu'on veut déployer. Merci Dwayne. Il est midi, je vous propose qu'on s'arrête là. Il y avait de nombreux... Ça fait peut-être 1 ou 2, Olivier, là. Si les personnes, on peut en prendre 1 ou 2, parce que s'il en reste beaucoup, moi, je n'ai pas en tête le volume de questions, mais on peut prendre 1 ou 2 questions et les autres, on y répondra par email. Hein. Donc, une autre question de Jérôme. Peut-on intégrer, par exemple, l'écran d'un device informatique pour permettre la saisie dans un logiciel informatique? Ce serait, par exemple, pour un employé qui doit saisir un état des lieux dans un logement en même temps qu'il fait la visite. Alors, on peut du coup incruster des vidéos. Donc, si vous voulez intégrer un process d'un logiciel, par exemple, vous faites une capture d'écran de votre écran d'ordinateur et ensuite, vous pouvez l'intégrer, cette vidéo-là,
dans l'environnement 360. Donc, ça peut être, voilà, quand vous êtes dans l'environnement, vous regardez votre ordinateur dans votre environnement 360 et à ce moment-là, la vidéo apparaît sur comment rentrer les différents éléments dans le logiciel. Donc ça peut se faire. Après, faire toute une formation sur un logiciel en 360, cela n'a pas du tout d'intérêt. Ça, on le déconseille vivement. Mais en tout cas, y intégrer à certains moments des parties un peu plus digitales sur une formation logicielle, ça peut être fait avec de la vidéo 2D classique qu'on intègre comme une interaction classique. Et c'est important de ne pas essayer de tout faire en réalité virtuelle. Là, typiquement, peut-être que dans le scénario que vous avez en tête, ça peut être pertinent d'intégrer une petite vidéo 2D dans laquelle on voit un élément. Mais sinon, d'un point de vue rapport qualité-prix, s'il faut combiner les deux, vaut mieux faire un parcours blended et avoir à côté des petits tutoriels qui coûteront vraiment beaucoup moins cher à produire et qui permettront d'avoir aussi de l'efficacité au niveau du parcours. On va prendre une dernière question avant de quitter ce webinaire. Une question de Frédéric. Dans des contextes extrêmes, par exemple une plateforme pétrolière, faut-il immerger les apprenants en expatriation dans leur contexte de travail ou autre pour les motiver? J'ai pas compris la question, moi. Ouais, moi non plus. Dans les On contextes... le fait. Alors, du coup, peut-être, ouais, je peux peut-être donner un exemple pour ce qu'on fait pour Total. Donc, en fait, on permet aux ingénieurs qui doivent se rendre sur un tanker de faire la formation sécurité en amont, donc de réduire le temps sur place et d'arriver déjà préparé. Et du coup, la captation s'est faite avec une personne qui s'est rendue sur le tanker, capturer des environnements réels. Et ensuite, on a utilisé ces contenus-là pour créer le contenu de formation. Et aujourd'hui, c'est utilisé largement pour former du coup sur tout ce qui est sécurité sur les tankers en amont de la visite sur place. Merci Dwayne. Je vous propose qu'on arrête le webinaire ici pour respecter un petit peu près le timing qu'on a déjà dépassé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne journée à vous, Guillaume. Au revoir. Merci Olivier, merci Dwayne et très bonne journée à vous toutes et tous et bon appétit.